bonjour et bienvenue dans ce Rascasse Show 34, oui, le numéro 34. Aujourd'hui, notre invité de marque, c'est monsieur Alain Bénédé, ancien joueur du Sporting. Mes années de jeunesse, ma préadolescence et mon adolescence me faisaient rêver avec sa vitesse, avec son binôme, avec par exemple Albert Raymond. Voilà, ça c'était des choses qui moi me faisaient frissonner. Et je me souviens d'une fois où j'étais allé à l'entraînement. À l'époque, le Sporting s'entraînait derrière la vieille tribune qui a aujourd'hui disparu. J'avais fait signer à Alain Bénédé un autographe. J'étais tout content, tout fier de moi. Voilà, donc c'était un très bon souvenir. J'avais 14 ans. Et voilà. Et rien que d'y penser, j'ai des tétés qui pointent. Voilà. Donc Alain, merci de participer à cette émission. On va la démarrer dans un premier temps en faisant un petit point sur ce qu'est devenu Alain Bénédé. On se disait en off que tu étais devenu donc coach de Blagnac, qui évolue en National 3, un club girondin, hein. Non, pas girondin, pardon, près de Toulouse. Près de Toulouse, pardon. Voilà, donc tu nous as dit aussi des choses qui moi m'ont touché, parce que tu disais que ce que tu avais trouvé dans ce club, au-delà de l'ambition liée à ces structures, il y avait aussi quelque chose qui était important, c'était le respect de l'homme, le respect des gens. Ouais, je pense qu'on a un peu tendance à perdre de vue les valeurs simples, quoi, les valeurs humaines, les valeurs de chaque individu. Après, on a chacun nos caractères, et il y a des qualités, il y a des défauts, mais il faut savoir aussi amener les gens là où on veut, sur un projet notamment, parce que dans chaque personne, il y a toujours quelque chose qui ressort de positif. Et je crois que quand on est dans un milieu comme moi je suis depuis très longtemps dans le football, il faut savoir s'en servir. Et le fait de parler comme ça, c'est aussi parce que j'ai vécu pas mal d'expériences. Et puis, je me suis rendu compte que de tout temps, parce que j'ai eu toujours des valeurs que mes parents m'ont inculquées, et je m'aperçois que ces valeurs, même si on entend dire à droite à gauche qu'on les perd, mais c'est à nous à les remettre au pied du mur et puis les faire ressortir pour remettre les gens en avant, quoi. Je trouve que si on valorise les personnes vous donnent, quoi. Donc ça se fait naturellement, il n'y a pas à forcer. Après, certains s'écartent, certes, parce que certains, on peut être les dents qui rayent le parquet parce qu'ils sont ambitieux, mais l'ambition est une chose, mais respecter la personne est une autre. Donc voilà, et ça, moi j'y tiens fortement, et c'est pour cela que le discours que j'ai eu avec mon président, qui est quelqu'un de posé, très sage, voilà, on s'appelle même tous les jours avec le confinement, on parle plus d'une heure au téléphone, mais on n'est jamais en désaccord, quoi. Tout se passe naturellement, voilà. D'accord, puisqu'on évoque le confinement, justement, un club comme Blagnac et un coach comme Alain Bénédé, il s'organise comment pour que ses joueurs, son staff restent mobilisés? Après, c'est toujours compliqué, mais j'ai la chance d'avoir un staff avec moi. J'ai un préparateur physique, j'ai un adjoint, j'ai un préparateur gardien de but, j'ai un analyste vidéo. Donc, à tour de rôle, même le président, on appelle les joueurs toutes les semaines pour voir un petit peu le programme que le préparateur physique leur a envoyé. Après, il y a ceux qui habitent en ville, à Toulouse, qui sont pas évidents. C'est pas évident de sortir pour courir. Il y a ceux qui sont plus à la campagne, qui ont plus de possibilités. Après, moi, je leur demande surtout de se maintenir, quoi, par du gainage, par du renforcement musculaire, etc. Après, on n'est pas là pour... Pardon. Après, on n'est pas là pour les contrôler. On sait qu'ils doivent faire un programme. Maintenant, le championnat, pour nous, est fini, puisque on va essayer avec le président, si le déconfinement se fait après le 11 mai, de faire des entretiens individuels avec les joueurs pour pouvoir annoncer ce que l'on garde et ce que l'on ne garde pas. Approcher les nouvelles recrues, et puis aussi peut-être essayer de finir par quelques entraînements si c'est possible, pour au moins finir la saison du mieux possible. D'accord. Je voulais demander à Alain, et là je m'adresse presque plus aux citoyens qu'aux coachs, comment ils voient la situation actuelle? Est-ce qu'ils pensent sincèrement que le foot va reprendre dans un avenir proche? Je sais pas, comment tu vois la situation éventuellement évoluer? Moi, je pense que la priorité, d'abord, c'est de savoir protéger déjà les individus, quoi. Je pense que c'est un virus qu'on ne maîtrise pas.
d'après ce que l'on entend à droite à gauche. Après, il faut faire attention, tout se dit. Moi, je pense que d'abord, il faut protéger les joueurs. Alors, il est vrai que les présidents, il y a un enjeu financier par les droits télé. Et c'est vrai qu'on va prendre une gifle au niveau des sponsors, etc. pour la saison prochaine, ça c'est sûr. Peut-être que ça remettra un peu plus les valeurs en place, parce que je trouve que le football, et notamment le football, puisqu'on y est dedans, est un peu sur un nuage avec des choses qui ont débordé depuis de longues années, notamment au niveau salaire des joueurs, etc. Même si on leur donne, ils ont raison de le prendre, mais je crois qu'il va falloir remettre un petit peu les choses à leur place, et je pense que ça se fera automatiquement, puisque à un moment donné, tout va s'égaliser quelque part. Je pense que ça fait des années qu'on en parle, mais que les choses, après on est dans un rouleau compresseur, et donc on va faire machine à faire. Mais je pense que moi, je suis sceptique dans la mesure où les joueurs vont se déplacer. Comment ils vont se déplacer ? Ils vont toujours avoir des avions privés. Est-ce que rester tous dans un avion privé, c'est pour la sécurité des joueurs ? Est-ce que c'est faisable ou pas ? Les hôtels sont fermés où les joueurs vont loger. Les restaurateurs sont fermés où ils vont manger. Je pense qu'il y a une logistique à revoir. Si c'est possible, moi je dis pourquoi pas, mais jouer devant des tribunes vides, c'est quand même complexe. Alors même les gens confinés à la télé, au moins ils vont pouvoir voir du foot, certes, mais moi je crois que la priorité, c'est d'abord savoir si c'est faisable ou pas. Maintenant, pour revenir sur les choix de la Fédération française de football, si la Fédé décide de faire une année blanche, ça va pénaliser beaucoup de monde. Alors, la Fédé a décidé de ne pas faire une année blanche. Ça pénalise aussi beaucoup de monde. Ça pénalise beaucoup de monde. Alors, de toute façon, on sait qu'il y a toujours des mécontents, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je prends l'exemple de ma poule. Il y a Canet-en-Roussillon qui est premier. Donc, c'est William Prunier. William Prunier, oui, tout à fait. Ouais. Ils ont des points d'avance. Ils ont un budget d'1 million d'euros que pour l'équipe 1, avec 14 contrats fédéraux. Donc, imaginons que la Fédé décide de faire année blanche. Je ne vois pas comment le président peut repartir sur une deuxième saison, remettre 1 million d'euros pour la montée. Donc, je veux dire, là, déjà, le président, il pète un câble. Ensuite, le cas de figure que ce n'est pas une année blanche, donc on fait monter les premiers, comme il y a 2 descentes. Moi, dans ma poule, il devait y avoir 2 descentes. Finalement, il y en a 4. Pourquoi ? Parce que la réserve de Nîmes 2 et de Montpellier 2, de National 2, descendent à National 3. Donc, sur les 2 descentes qui étaient prévues chez nous, les 2 descentes des réserves pro n'étaient pas prévues, mais comme le championnat s'arrête là, elles vont descendre, donc ça nous fait 4 descentes dans une poule de 14. Donc, c'est pas mal non plus. Voilà, donc c'est complexe. Maintenant, il y a des choix à faire. Moi, je pense que ces choix-là, il faut les respecter. Alors, c'est vrai que les présidents, tous, ils montent au créneau. Voilà, de toute façon, je pense que si la Fédé, au niveau, je parle amateur, sans parler du national et des 1 féminines, je pense qu'ils ont prévu un petit peu de savoir ce qui se passait derrière et ils ont dû se protéger juridiquement parce qu'on ne peut pas prendre des initiatives si on ne se couvre pas en sachant que des présidents vont monter au créneau. Voilà. C'est quand même assez complexe. Après, pour le milieu pro, les enjeux télé pèsent énormément. Donc là, c'est une question. Mais moi, je pense que la priorité, c'est la sécurité des joueurs, comme toute personne. Oui, bien sûr. C'est juste ce que tu dis et les remarques que tu fais, notamment concernant tout le volet logistique. Si on fait entre guillemets abstraction du volet santé, qui bien évidemment est la priorité des priorités. C'est quelque chose qu'on dit, puisque Emmanuel et moi sommes actifs sur un forum de supporters du Sporting. Et c'est des choses qui ressortent. Le mécontentement des présidents, c'est aussi quelque chose qui est ressorti cette semaine, puisque on a appris avant-hier vendredi que 3000 clubs s'étaient associés pour écrire à la ministre des Sports pour justement dénoncer ce qui leur paraît comme être une injustice. On a vu par exemple des clubs qui étaient en capacité d'accéder à l'échelon supérieur et qui finalement ne vont pas monter. Je pense, je sais plus quel club. Grasse, ouais, voilà, Grasse par exemple. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour des clubs comme ça. C'est relativement injuste.
Et après, ce qui est sûr, c'est que des mécontents, il y en aura toujours. Et le Sporting fait partie aussi de cette charrette, puisque nous, en qualité de supporters, même si on est totalement conscient de la très mauvaise saison du Sporting en national, il est clair qu'un petit miracle lié à une décision qui nous permettrait de ne pas être relégués était quelque chose qui pouvait être séduisant pour nous, quoi. Combien il vous reste de matchs en national 9 matchs. Ouais, mais ça veut dire que déjà il faut déjà au moins 15 jours à 3 semaines de préparation. C'est ça. Ensuite, dans cette préparation, il faut essayer d'inclure 1 ou 2 matchs pour essayer de retrouver le rythme de croisière. Ensuite, il faut un rythme de 2 matchs par semaine pour essayer de rattraper et de finir. Ça veut dire qu'on fait fi totalement de la santé des joueurs. D'accord avec moi, là, quand même. Oui, non, mais tout à fait. Pour moi, c'est très complexe. Ça veut dire que est-ce que je vais pouvoir me maintenir ? Est-ce que je vais avoir le temps pour recruter si jamais on se maintient ? Je veux dire, c'est un casse-tête chinois. Ouais, complètement. De 2 mots, mais moi, je trouve que. C'est de le dire. Je ne comprends pas là. Où il faut qu'on s'organise. Alors, moi, je souhaiterais que le Sporting se maintienne, certes, mais maintenant, vu la saison que le Sporting a présentée, c'est sûr qu'elle n'est pas bonne. Donc, quelque part, il y a des. Moi, je ne sais pas si descendent, mais si les descendent, c'est comme ça, je veux dire. Ah oui, tout à fait. Non, mais la majorité des supporters, ils aimeraient rester, mais si on descendait, ils ne sont pas spécialement il n'y a mécontents. Pas d'injustice. Ils veulent, entre guillemets, valider le fait que le Sporting, cette année, a complètement raté sa saison. Et ils veulent, et par rapport à ça, ils veulent qu'il y ait du changement. Donc voilà. Je pense que les supporters sont plus dans. Ils préfèrent, je pense, plus descendre et qu'il y ait beaucoup de changements que si on restait avec très peu de changements. Je pense que c'est la mentalité en ce moment, l'état d'esprit en ce moment de supporters du Sporting, elle est beaucoup, beaucoup sur ça. Ouais, mais ça peut être un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça peut permettre de voir ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a eu l'euphorie de la montée. Je pense que c'est un petit peu. Je pense qu'un entraîneur qui était avant, sans critiquer un cas, etc., c'est jamais évident quand on arrive et qu'on est dans le fond du classement, mais je pense que l'entraîneur auparavant faisait bien son boulot. Après, un entraîneur, il est bon que s'il a des bons joueurs. Je veux dire, on peut pas, un entraîneur, il peut pas d'un coup de baguette magique dire bon les gars, c'est facile, on va prendre 3 points sur ce match-là. Il faut aussi des bons joueurs, quoi. Et c'est pas évident. Et après, je pense que le club doit faire aussi ça, mais à culpa, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on a, ou là où on a pêché, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et puis aussi, moi, je pense que un entraîneur, il doit avoir le pouvoir du recrutement. On a beau dire, on a beau faire, moi, le président me laisse carte blanche pour le recrutement. Par contre, sur l'aspect financier, parce qu'on en parle ensemble, si un joueur va au-delà de ce qu'on peut lui donner, moi, je ne vais jamais mettre le club dans le rouge. C'est-à-dire que si le président me dit oui, c'est bon, ça rentre dans le budget, on fait. Voilà, on est en accord permanent sur le sportif et sur le budget. Pour le sportif, il me laisse régler la chose. Pour le budget, je lui laisse faire. Mais on est en accord permanent. C'est-à-dire qu'un président, il ne peut pas recruter à la place de l'entraîneur. Le président, il va faire plaisir à un collègue parce qu'il va dire « Purée, moi j'ai ce joueur, putain, vas-y, prends-le, je ne le garde pas, mais prends-le. Si c'est un pied carré, merci de me l'avoir donné. » Donc voilà, il faut que chacun reste à leur place. On a tendance au football où les présidents ont tendance à vouloir prendre de dessus, ou le directeur sportif. Moi, je pense qu'il faut quand même, la parole, elle est à l'entraîneur. L'entraîneur, si vous le faites venir, c'est que vous comptez sur lui pour mettre quelque chose en place. Donc, pour mettre quelque chose en place, il faut aussi des joueurs de qualité. Voilà, ça, c'est quelque chose que je défends. Et il faut défendre aussi la profession. Voilà, donc c'est quand même important. L'entraîneur, il n'est pas là pour 1 an, il est là pour 2 ans déjà. Donc, bon, il y a quelque chose à faire. Et moi, je râle un petit peu parce que quand je vois le club qui s'est débattu depuis des années pour remonter de l'ADH au national. Et c'est compliqué de sortir de l'ADH déjà. Donc après les parcours, il faut se les coltiner, quoi. Alors quand tu vois maintenant l'engouement qu'il y a au club avec un noyau de supporters important, le club doit reconnaître à nouveau d'aller accéder déjà au moins bien figurer sur le national et après pourquoi pas accéder déjà à la D2, quoi, parce que bon, ce club doit retrouver déjà la D2. Il y a pas de
on a un actionnaire majoritaire qui est omniprésent et qui jusqu'à présent n'a pas forcément tiré il n'apprend pas de ses erreurs puisqu'elles sont récurrentes. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et quand, par exemple, il y a une semaine, il disait dans la presse que si on était rétrogradé, il attaquerait. Aujourd'hui, il évoque le fait que sportivement, tout comme Flandriani, d'ailleurs le gardien numéro 1 de l'équipe, que sportivement il y a 27 points à aller chercher et que le club doit pouvoir défendre les chances. Enfin, moi je suis un peu dubitatif quand je lis deux discours qui pour moi sont à l'opposé l'un de l'autre. Je pensais que tu allais le faire dans un autre sujet. Non, mais bon, comme on est lancé. Je l'ai lu l'article. Après, le président, je ne le connais pas. Je sais qu'il met des billes dans le club, c'est une chose. Après, je sais que le président a tendance un petit peu à vouloir tout maîtriser lui-même. Et ça, dans la mesure où on part dans ce sens-là, on part en travers. Je disais tout simplement que le président gère trop de choses à la fois. Un président, comme tu as dit, il faut qu'il préside. Maintenant, quand il veut taper le poing sur la table, il a le droit. C'est son rôle. Comme ça, je dis très bien. Maintenant, il faut avoir une cohésion totale, c'est-à-dire que chacun reste à sa place. Quand ça ne va pas, réunion de travail, on explique, on voit, on regarde, mais il faut rester hyper serein et il faut dégager beaucoup de sérénité par rapport à un groupe de joueurs. Dès qu'il y a un contresens entre l'entraîneur, le président, les joueurs, ils le sentent de suite et ils sentent que ce club n'est pas serein pour autant. Donc voilà, et les choses, moi je dis que dans un club, quand on veut prétendre avoir des résultats, il faut qu'il y ait une osmose totale à tous les niveaux. Voilà, il faut dégager beaucoup de sérénité, même s'il y a des périodes qui ne sont pas bonnes, il faut faire le dos rond et regarder ce qui ne marche pas. Voilà, je pense qu'il ne faut pas tirer dans tous les sens, à vouloir tirer la couverture à soi. Alors le président il est gentil de dire on va glaner des points. Quand je vois le nombre de points qu'ils ont à ce jour, c'est pas les 9 dernières journées qui vont mettre les bouchées doubles pour s'en sortir. Les bouchées doubles, les mettre déjà à partir de Noël, quoi. Mais bon, après son discours, il veut aussi se protéger quelque part. Bien sûr. Mais c'est pas, les résultats parlent d'eux-mêmes, donc quelque part. La vérité, elle est là, c'est tout. C'est ça. Après, pardon, Manu, c'est vrai que ça me fait penser aussi à autre chose. Et là, c'est dans les propos de Flandriani, le gardien de but, qui disait que ce qu'il dit dans l'interview, c'est qu'il souhaite essayer de faire un truc ensemble. Voilà, il dit que le point fort cette année de l'équipe, malgré tous les remous, c'est la solidarité. Alors très certainement qu'il y a de la solidarité. Moi, je veux bien le croire. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a toujours défendu, Manu et moi, en tant qu'observateur. Cette saison, quand je vois les résultats, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'est ou ce que serait cette notion de solidarité. Voilà, on a gagné qu'une fois cette saison. Je vois pas comment on va aller récupérer le maximum de points après encore plus une période de confinement où tout le monde ne peut pas s'entraîner comme il le souhaite. Comme tu le disais, hein, c'est vrai que tu as des joueurs qui ont peut-être un jardin, qui ont peut-être un peu plus de place pour le faire, mais si je prends Flandriani, le gardien, lui, il dit qu'il habite dans un appartement et hormis plonger sur son canapé, voilà quoi. Enfin, je veux dire, ça me paraît vraiment compliqué. Non, mais il faut des préparations globales, ça c'est sûr. Je veux dire, on peut pas, on va récupérer des joueurs où ils sont pas tous au même niveau. Donc, il y a celui qui peut aller courir tous les 2 jours de la campagne, et pour lui c'est facile. Il y a celui, comme tu dis, un appartement, qui à force de faire du gainage, bon, les abdos, il va rattraper Ronald. Après, sur le foncier, il y en a pas du tout. Donc, bon, c'est très complexe. Après, je connais pas le calendrier de Toulon. Je ne sais pas s'il restait des matchs sur des équipes de haut du tableau, parce que ça aussi, c'est... Ouais, non, justement, les grosses écuries, elles sont derrière maintenant. Enfin, je veux dire, les matchs on a gagné qu'un match et c'était contre le quatrième. Ouais, c'est ça, ouais. Quand Claude il essaye d'étayer en plus son propos, je trouve que ça plus affligeant qu'autre chose. Moi,
moi, je trouve que c'est bien d'avoir un discours volontariste. Je le reproche aussi un peu. Bon, Sif, il l'a pas fait dans les colonnes de foot 80, Actu Foot ou du Var Matin, mais pareil, il disait. Les réseaux sociaux. J'ai vu une publication où il disait, allez, on essaie de s'en sortir, le maintien. Ouais, enfin, avoir un discours un peu lucide aussi, ça fait du bien. Je pense que le supporter, il n'a pas envie. On n'a pas 10 ans, on n'est pas des gamins. On n'a pas envie d'entendre, on va rien lâcher, c'est pas fini. Si, c'est fini. Il n'y a pas de miracle en foot. Si ça l'a pas fait sur 25 matchs, c'est parce que on est en déficit d'expérience dans l'équipe, dans les joueurs. On est en déficit de compétences dans le staff. On est en déficit de plein de choses. Et c'est pas les 9 matchs qui vont le changer. Et pareil, et là où je suis aussi très interrogatif, c'est comment Claude parle d'attaquer la FFF, etc. Et puis là, on parle de reprise et il dit oui, il se voit reprendre. Moi, ceux qui croient à cette reprise, qui lèvent le doigt, parce que moi, j'y crois pas du tout à cette reprise. Je vois pas comment. Déjà, ça reprend le 11 mai. Bon, on verra, hein, mais ça, c'est déjà pas sûr. Et si on reprend le 11 mai, quand ça va finir et surtout comment, là aussi, personne ne répond. Donc, c'est bien beau de dire on veut finir, mais on sait même pas comment. Donc, moi, je suis quand même... l'être humain est vraiment curieux. Hein. Je sais pas comment les gens... j'aime bien être assez concret et pourtant, je suis un pragmatique en même temps, mais je ne sais pas comment on peut tenir de tels discours sans se poser les questions, ne serait-ce que concrètes. De la préparation, quelle date butoir aussi, parce que bon, il faut finir, mais il faudra bien à un moment donné dire bon, si on finit pas à cette date, on pourra rien jouer. Donc c'est quoi la date butoire? Oui, parce qu'il y a aussi cette notion de contrat là, qui se termine fin juin. Enfin. On veut finir la saison 2020 en 2021. Enfin, je sais pas. Il y a beaucoup d'inconnus. On parle beaucoup, et puis en fait, quand il y a beaucoup d'inconnus, il faut la fermer, quoi. Non, mais après, je crois qu'il suffit que le président de la République s'est donné le 11 mai pour essayer de donner un petit espoir aux gens confinés. Et ça, c'est normal. Il faut aussi qu'il montre que maintenant, le déconfinement, il ne va pas se passer comme. Allez, c'est du jour au lendemain. Ouais. Je veux dire, ce virus, il est encore là, il est présent. Et il ne sera pas unilatéral dans la France entière, en plus. Exactement. Alors, certaines régions, comme nous avons la chance de ne pas être trop touchés pour l'instant dans l'Occitanie, mais je pense qu'il va falloir rester hyper vigilant, déjà de ne pas contaminer les autres, déjà une. Deuxièmement, je ne vois pas comment on peut faire rentrer des joueurs dans un vestiaire en sachant qu'on ne sait pas qui est ou pas. Donc déjà, voilà, si c'est pour reprendre une deuxième vague dans la tête, autant rester encore confiné et de ne pas faire de conneries pour son plaisir personnel, quoi. Voilà. Alors, le président, je ne suis pas là pour le juger. Moi, le club de Toulon, ça a été mon club de cœur, il restera toujours mon club de cœur, mais le président, il tire un petit peu la couverture à lui. Alors après, il peut attaquer la Fédé, hein, mais bon, d'abord, il faut qu'il prenne conscience de son bilan cette année au club jusqu'à ce jour. C'est ça. Il faudrait quand même les conclusions de savoir ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas bien fait. Avant d'envoyer un peu un scud aux autres, hein, il faut d'abord balayer devant sa porte et se dire, bon, hop, j'attends de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait. Mais moi, je pense, et je te rejoins Manu, c'est que ce championnat, pour moi, il ne reprendra pas. Pour moi, je ne vois pas comment il peut reprendre. Voilà. Ce matin, j'ai commencé à lire la déclaration officielle de la FFF. Ça fait 4 ou 5 pages. Enfin, c'est une usine à gaz, leur truc. C'est délirant. Ouais. Et puis, c'est tellement une usine à gaz qu'au bout d'un moment, moi, j'ai lâché. Je peux pas bouffer un truc indigeste. Alors, je suis désolé. Parce que, de fait, même si on anime cette émission, je devrais être au top de l'information, ou en tout cas par rapport au contenu. Mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter de pondre des trucs uniquement pour se faire plaisir et garder en tête que derrière l'aspect financier, l'image du football, la télévision, etc., il y a avant tout des hommes, des femmes, voilà, qui sont là pour avant tout vivre sereinement. Oui, ça d'une part, et tu le résumes bien. Après, il faut savoir comment va redémarrer l'économie, quoi. Complètement. Parce que c'est bien de tirer des plans sur la comète en disant oui, mais nous, c'est un maintien et tout. Mais est-ce que les sponsors vont suivre? Mais c'est ça.
Elle est là Bien aussi. sûr. Il faut savoir déjà se positionner, comment on va démarrer la prochaine saison si elle démarre. Voilà. C'est préparer ça. C'est pas non plus de dire non, mais on va jouer tout. Non, pour moi, je pense qu'on ne jouera pas. À part peut-être la Ligue 1, Ligue 2, et encore, je suis très sceptique. Mais je pense que je ne jouera pas. Mais il faut d'abord redémarrer l'économie et d'abord sortir de ce traquenard de virus qui enquiquine tout le monde, qui fait quand même pas mal de morts. Donc déjà, il faut quand même avoir la tête froide et penser tranquillement à savoir comment on va sortir de là, quoi. Donc, c'est ça. C'est vrai, enfin, on le disait déjà la semaine dernière et la semaine d'avant, le volet économique, il est capital. Enfin, je crois que c'est moi qui le disais d'ailleurs, mais peu importe. Une entreprise qui met de l'argent dans un club en qualité de sponsor, sa priorité, ça va être de sauver sa peau avant d'envisager de mettre des ronds dans un club de foot, quel que soit son niveau. Sauver ses employés déjà. C'est ça, mais oui. Et redémarrer, parce qu'il y en a un paquet qui vont la caisse sous la table. Fait, bien sûr. Et quand on parle d'économie du foot, pour moi, elle pèse rien par rapport à l'économie réelle. Elle pèse. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien, quoi. Ça, c'est la dernière roue du carrosse. Ça a beau brasser des milliards et des milliards. D'ailleurs, sans l'économie réelle, le foot ne serait rien, puisque les gens ne pourraient plus aller au stade, il n'y aurait plus de sponsors, etc. Fait, je veux dire, le foot, ça existe parce qu'il y a un monde économique qui est florissant ou pas, mais enfin, voilà. C'est rassembleur, le foot. C'est rassembleur. Oui, c'est ça. Ça rassemble tous les milieux, le foot. C'est une passion, mais c'est pas exécutoire une économie. Pour aller un peu crier au stade, pour le plaisir, pour plein de choses, quoi. Heureusement d'ailleurs qu'il y a ça, parce qu'autrement, on se battrait tout le temps. Bien sûr. Le foot, c'est quelque chose qui amène vraiment beaucoup de choses à la fois. Mais ça, on peut en parler pendant de longues heures. Mais l'économie, elle est globale, quoi. Elle est globale à tous les niveaux. Donc le foot en fait partie, voilà, ça fait partie d'un maillon de l'économie. Mais je veux dire, il y a tellement de choses autour. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête que pour le football. Il faut attendre de voir ce qui se passe d'abord, qu'il y ait moins de décès, qu'on ressorte petit à petit, qu'on retrouve nos valeurs, de se retrouver autour d'une bière, d'un café, et de se serrer dans les bras, parce que le confinement, la famille qui est loin, etc., qu'on peut pas, et nos parents qui sont à droite, à gauche, on se dit, vivement qu'on sorte de là, déjà pour retrouver une certaine sérénité. Quand je dis que le foot passe bien en dernier, c'est qu'on le voit, hein, les gouvernements mettent beaucoup d'argent sur la table, c'est pour sauver les emplois, c'est pas pour sauver les footballeurs. Hein. C'est pas pour sauver le monde du sport. Hein. C'est d'abord pour sauver voilà, le boulanger, l'infirmier, le paysan, le petit entrepreneur, etc. Hein. Le foot, on met beaucoup d'argent sur la table pour ça. Hein. Même si le foot est une entreprise aussi, mais elle fait partie de bon nombre d'entreprises. Elle dépend de... Sans le foot, on peut vivre. Sans les infirmiers, les boulangers, les maçons, les peintres. Voilà. Bien sûr. Et tu le soulignes. La vie serait triste, mais on peut vivre. Et c'est ces gens-là, pour l'instant, qui nous maintiennent. Absolument. C'est ça, bien sûr. Moi, c'est surtout ceux qui sont en première ligne, qui ne parlent pas beaucoup, qui ne font pas de bruit, mais quand ils sont descendus dans la rue, on ne les a pas entendus. Mais moi, je crois qu'une fois par mois, à chaque match, on devrait faire un applaudissement d'1 minute, tout le temps, pour toujours se souvenir de ça, quand même. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que maintenant, parce qu'on ne l'a pas encore fait, c'est qu'Alain nous parle un petit peu de ses années Sporting et peut-être de ses souvenirs, de tout ça, quoi. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, la plus belle chose, c'est que quand j'étais gamin, j'écoutais les matchs à la radio. On n'avait pas la télé comme maintenant, où il y a beaucoup de chaînes. Voilà, j'entendais des joueurs comme Pascal Françoise qui marquait quand il était à Lens, etc. J'étais fou comme un minot qui avait tapé après le ballon contre le mur. Et après, une fois que je suis venu à Toulon dans ce monde professionnel qui était encore amateur, parce qu'on n'avait pas d'équipementier, on était habillés tous différemment à l'entraînement, on s'entraînait sur le stabilisé de Merchaillère. Et hier, en face, là, qui était à El Sable, je me rappelle, et j'ai encore une photo où le tracteur, nous, on s'entraînait, on faisait l'entraînement, et le tracteur de la mairie passait pour que le terrain soit bien plat.
me rappellerai toujours, il y avait Marcel Dipp qui était arrivé aussi. Et pour moi, ça a été un rêve de gosse, quoi. Et j'ai eu la chance de sortir d'Albi, qui était en 3e division dans la poule. C'est qui te repère? Parce que je connais un peu l'histoire, mais je ne me rappelle plus. Qui c'est qui te repère déjà? On ne m'avait pas repéré. Albi Christian Dalger avait repéré un Tchadien qui jouait avec moi là, à Albi, qui s'appelait Danem. Et ils avaient téléphoné à mon entraîneur d'Albi pour dire on aimerait voir Danem à l'essai. Et mon entraîneur d'Albi, il m'a proposé à Dalger pour dire mais vous devriez voir aussi Alain Bénédé pour venir faire un essai et tout. Donc ils m'ont pris faire un essai. Je me rappelle, c'était au Sablette, je crois. Non, à Bandol peut-être. Non, ça c'était le deuxième. Le premier, il était, je ne sais plus où. Et il faisait une chaleur mais terrible. Et je sais que j'avais été moyen. Et ils m'ont dit, bon, on te fera revenir, etc. Et puis Danem, ils l'ont pas pris parce qu'étant étranger, ça posait des problèmes. Et lui, il est parti après à Grenoble. Et moi, je devais partir au Restart. Giorgio était intéressé de me prendre, de me voir. Et voilà. Et entre-temps, Toulon me rappelle. Et je viens faire un essai c'est pas à Bandol, c'est à Olul. Et ils avaient fait venir aussi un joueur yougoslave qui était à Toulouse à l'époque. On avait fait l'essai ensemble, on avait gagné 11-2, je crois, et moi j'avais marqué, je crois, 4-5 buts. Et ils m'ont dit, bon, ben nous, on te prend, mais ils ne pouvaient pas me faire signer stagiaire parce qu'il y avait trop de contrats stagiaires. Donc ils m'ont dit, voilà, on te fait signer 1 an, on te paye le loyer, on te trouve un boulot à la mairie, et après, à toi de faire tes preuves. Voilà. Donc je suis rentré à la mairie, j'habitais à la Beaucaire à côté de Martin Kouka, parce qu'on était arrivés ensemble. Et au bout de 3 matchs, je crois 4 matchs, Diallo se blesse. Et Bernard Blacard aussi. Et donc, je suis rentré dans l'équipe et puis je suis plus ressorti. Voilà. Et après, voilà, ça a été la deuxième année avec la montée à Grenoble. Ça a été après la saison où on finit 4e, on aurait pu être européen. C'est qu'on perd contre Nantes chez nous à Mayol. Après, ça a été aussi l'inauguration de Mayol contre le Borussia de Mönchengladbach. Où il y a eu des 8 à 3. 8 à 3, quelque chose comme ça. 8 à 4. Et il y avait des buts. C'était tous des buts venus d'ailleurs. C'était magnifique, le stade était plein. Et puis aussi ce Mayol, quoi. Mayol qui était. Bon, rencontre, c'était quelque chose, mais Mayol, c'était aussi. Une fois que je vois les matchs, que je suis le match de rugby du RCT, que je vois encore au Mayol, c'est extraordinaire, quoi. C'est le stade en pleine ville comme ça, c'est beau. C'est beau. Donc voilà, j'ai eu la chance de suivre ce cursus avec Toulon dans la montée et après côtoyer des grands joueurs. Quand vous jouez à côté d'Albert Raymond, Paga, Onis, et je me rappelle Marcel Dibb, il était arrivé à même temps que moi. Il me dit, moi, j'arrive du premier canton, tu sais, moi je suis venu pour jouer en réserve. Au bout de 2 matchs, il joue en équipe 1, quoi. Donc ça a été un tremplin. Là aussi, c'est parce qu'on est tombé avec les bonnes personnes au bon moment. Voilà, la vie était ainsi faite et ce groupe, il était fort, il était riche et on savait que même le coach, peu importe la consigne qu'il pouvait nous donner, on était capable, nous, sur le terrain, de régler n'importe quel problème. Voilà. Et après, il s'est créé un noyau de supporters derrière, il s'est créé un engouement, il s'est créé, avec notamment la Coupe de France, quand on bat déjà dans Nancy, la première année que je suis arrivé, on tape Nancy chez nous. Je me rappelle qu'il y avait déjà sur le building là, qui a par côté la tribune là, de rencontre. On était plein, c'était extraordinaire. Ça procure des choses, je trouve, c'est un rêve, mais voilà, c'est un rêve que l'on partage avec pas mal de monde, mais après, c'est un rêve qui reste gravé à jamais, quoi. Voilà. On voit Alain Bénédé, quand on parle d'Alain Bénédé, moi, je sais pas, de suite, j'ai l'image sur l'aile, sa fameuse vitesse, c'est ça, entre les débordements. C'est une chose, mais après, je regrette, le truc que je regrette, c'est que quand je vois les staffs comme ils sont étoffés maintenant et que moi, j'ai eu la chance d'être adjoint pendant 10 ans avec Francis Gillot, quand je vois ce qu'on met en œuvre pour aider les attaquants à faire du spécifique, à travailler les gestes et tout. Moi, j'aurais aimé à cette époque-là qu'on m'aide à travailler et à canaliser la vitesse. Ouais, ta fougue.
Ouais, parce que je démarrais à 100 à l'heure, mais j'arrivais vers le gardien, j'étais toujours à 100 à l'heure. Donc, si un préparateur m'aurait dit, Alain, canalise-toi, freine ta course une fois que tu as fait la différence, ajuste le gardien, réfléchis, calme-toi, voilà. Et c'est ce que j'apprends à plein de jeunes maintenant, puisque je suis passé par là. Je pense que j'aurais mis beaucoup plus de buts, mais moi, dans ma tête, je suis pas buteur forcément, j'étais plus passeur que buteur. Donc, vu que j'avais cette liberté d'aller à droite, à gauche, me laisser cette liberté de pouvoir jouer comme je voulais, et ça, c'était extraordinaire. Voilà. Vous pouvez faire de sacrées différences, balle au pied. Hein. Je revois là, j'ai des actions comme ça en flash qui me viennent, où il élimine 1, 2 joueurs et prend de vitesse. Le centre, ou alors la frappe dans les nuages, justement, parce qu'il arrivait trop vite. C'est Alain, ça. Quand j'ai Luigi au téléphone, il me dit il y a encore des ballons, il n'y a plus de ballons qui passent sur les chamboirs de Luigi. Sur l'autoroute derrière. Oh, putain. Bon, c'est bien. Ouais. Ça prouve que n'importe quel joueur, il y a toujours des joueurs qui marquent plus que d'autres. Hein, ah oui, mais complètement. Ben ça, c'est un talent spécifique, quoi. Hein. Ouais. Bon, après, l'autre jour, j'ai fait venir au club Alain Giresse et Alain Mercadier, d'Ancien Vert. On est alignés tous les trois Alain. C'était pour qu'ils viennent un peu discuter avec les éducateurs du club. Et la dernière question qui a été posée à Alain Giresse, et je trouvais ça beau, il y a un éducateur qui a dit, mais alors quel est le plus beau rêve, qu'est-ce que c'est qui vous a marqué dans le football? Il dit, j'ai eu la chance de réaliser mon rêve que je ne pensais pas réaliser. Mais ça, je trouve ça extraordinaire. Et quand je vois la carrière d'Alain Giresse, de dire ça, il dit, c'est un rêve personnel que je partage et que je ne pensais jamais faire, et que voilà, et j'ai eu la chance de faire Coupe du Monde et tout. Quand je vois ce monsieur à côté, petite taille mais grand talent, je me dis, voilà, et quand on discute, c'est quelqu'un qui parle, mais d'une simplicité, c'est extraordinaire. Alain Mercadier, qui a connu la grande épopée des Verts, c'est pareil. Je veux dire, je le vois très souvent, parce que l'autre jour, j'ai été parrain du BEF là, au centre de ligue de Toulouse, et on discutait de ça, et voilà, c'est une simplicité, on force rien, les choses elles sortent, mais sans parler de grands mots, c'est l'amour du métier. Je ne sais pas si les joueurs maintenant peuvent dire qu'ils ont vraiment l'amour du métier. Footballeur, c'est un métier, quoi. Alors, c'est vrai, il y a l'argent, à l'époque, on ne va pas se plaindre, hein, parce que pour l'époque, c'était bien déjà, mais là, c'est démesuré pour moi. Mais aussi, les joueurs, il faut qu'ils pensent que la carrière est courte, et qu'il faut profiter de ce moment-là. Maintenant, c'est toujours facile à dire. Après, tout dépend d'où l'on vient, tout dépend de l'envie que l'on a. Mais c'est comme tout, dans un boulot, il faut savoir se défoncer. Et puis nous, on a un métier public, donc il faut donner du plaisir aux gens. C'est ça qui est important. C'est difficile de rajouter quelque chose. En fait, Alain louait la simplicité de Alain Giresse. On peut dire pareil pour toi, tu es d'une simplicité, d'une gentillesse extrême, et vraiment, on s'était vu à Rodez. À Rodez, ouais. C'était, ça va faire 3 ans et demi. Hein, et c'était juste avant la Noël. Et s'était rencontré. C'est vrai que ça avait été une belle rencontre. Et là, on aura l'occasion de se revoir aussi, parce que je viens souvent à Toulon, hein, donc j'ai toujours des amis, j'ai toujours j'ai toujours mon pied à terre là-bas. Hein. On ne peut pas oublier, hein, j'ai passé, même si j'étais prêt à Saint-Étienne, en gros, j'ai passé 8 années à Toulon, quand c'est quelque chose. Mais pour les supporters du sportif qui ont connu, hein, pour les quadras, ou comment on dit, pour les cinquantenaires, quinquagénaires, les quinquagénaires, etc. Alain Bénédé, c'est de suite extrêmement parlant. Ouais, après, il y a eu du talent dans ce club. Hein. Bon, moi, je n'ai pas connu après, mais quand je vois que nous, il y avait déjà des Ginola, il y avait même Le Boeuf, qui pour moi était déjà un joueur que je trouvais très bon, qu'on n'a pas gardé, qui a su revenir après dans le milieu, mais il y a eu quand même des garçons comme Marcel Diep, même un garçon qui aurait pu exploser et que je pense que Roland n'a pas trop aidé, c'est Nkouka, Martin. Martin était prédit pour moi à une carrière à Gentilgana. Voilà, après les Roger Ricord et Jean-Pierre Chaussin l'année passée, et le pauvre Perlin qui était là aussi. Ouais. Donc il y avait de tout, mais il y avait un esprit, il y avait vraiment du chambrage, c'était l'amour, l'amour du club.
Et je me rappelle Marcel Duval qui était là, assis sur son banc, l'homme tranquille. Et c'était extraordinaire. Et lui, il parlait aux spectateurs et nous, on s'entraînait. Donc, c'était pour voir ça. Maintenant, ça n'existe plus. Ça, tout est cloisonné. Déjà, pour entrer dans un club, pour voir les entraînements, il faut montrer patte blanche. Oh putain, maintenant, c'est renfermé, le football. Maintenant. Avant, on discutait, on sortait, on tapait, on touchait la main aux supporters. Ouais, ça va, on discute. C'est fou, quoi. Je veux dire, l'évolution des choses. Bon, donc, c'est vrai qu'il y a un engouement qui est fait autour du football, où maintenant, c'est vrai qu'il faut faire attention, mais je pense que c'est un petit peu trop renfermé sur soi-même. Et ça, c'est dommage. Voilà. Bon, après, nous on peut. Le canal, avant qu'on voyait le vestiaire et tout, et ça, bien pour les gens. Maintenant, on ne le montre plus. Maintenant, il faut qu'on parle sur les plateaux télé où on débat, où chacun donne des leçons, alors que les mecs n'ont jamais été entraîneurs. Ça, c'est la facilité des choses. Mais montrer le vestiaire, montrer comment ça se prépare, écouter un peu les discours, ça c'est beau. Et là, je trouve qu'il faudrait le redonner à nouveau aux gens. Ça manque. Ouais, c'est vrai. Bon, après, nous, au Sporting, avec Manu, on peut quand même aussi dire que assister aux entraînements et taper la discute avec les joueurs, c'est encore possible. Mais non, c'est pas le même niveau, mais ce que je veux dire, quand je t'entends parler, et je pense que si les Quadras, les Quincailles plus se souviennent encore d'Alain Bénédé, c'est parce que tu fais partie de ces gens qui étaient des personnes abordables. Je parlais de mon histoire d'autographe au début de l'émission quand j'étais minot, mais voilà quoi. Je crois que quand on est quelqu'un d'abordable et de simple, voilà, on marque les gens. Peut-être au-delà de ses talents, même si comme peut le faire Luigi à te chambrer de par tes ballons dans les nuages, mais peu importe. Les gens ne retiennent pas que ça, ils retiennent aussi avant tout l'homme, peut-être avant même le joueur. Ouais, mais heureusement. Après, moi, que ce soit le balayeur, que ce soit n'importe quelle personne, je veux dire, tout le monde est égaux, quoi. Je veux dire, pourquoi faire choisir, lui, il a de la monnaie, il a une grosse boîte. Après, moi, c'est quelqu'un qui m'intéresse davantage qu'un autre elle est où le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est d'aborder les personnes. On a chacun des niveaux différents, mais la richesse, elle est là, quoi. Absolument. Il ne faut pas mettre la richesse là où elle est, par la simplicité des choses. Voilà, quand les gens viennent au stade, c'est les gens qui vous donnent, donc c'est normal de rendre l'appareil. Après, les choses, elles ne se forcent pas, elles se font d'elles-mêmes. Il y en a, ils n'ont pas envie, il y en a qui préfèrent rester plus discrets. Après, il y a aussi ceux qui sont plus timides, qui n'osent pas. Mais bon, après, voilà, la vie. Après, moi, je parle avec beaucoup de recul. Les nouvelles générations qui arrivent ne calculent pas de la même façon, ils n'ont pas peut-être les mêmes éducations. Il faut aussi évoluer avec les joueurs de maintenant, puisque moi, étant entraîneur, je m'adapte aux joueurs et ce ne sont pas les joueurs qui s'adaptent à moi. Il faut aussi travailler ça. Mais voilà, après, moi, je ne changerai pas. Je vais bientôt avoir 60 ans, donc je ne vais pas changer maintenant. Donc voilà. Mais justement, tu vois, ça me permet de rebondir quand je t'entends dire ça. Plus tôt dans l'émission, tu évoquais Fabien Pujol qui, voilà. Et puis tu as aussi évoqué très brièvement Victor Zwenka. Quand je t'entends parler, ça ne fait que confirmer ce que l'on ne cesse de dire, c'est qu'aujourd'hui un coach il est là pour manager un groupe avec toutes ces différences et entre autres il y a bien évidemment l'éducation, mais il y a aussi tout ce qui est lié aux nouvelles générations qui sont la génération portable, réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, être capable de s'adapter à des joueurs pour les faire progresser. Oui, c'est sûr, mais bon, voilà, tu résumes ce que je viens de dire, et puis après ce que je vais un peu reprocher aux jeunes de maintenant, c'est que, après, ça c'est un peu le mal français, et c'est pour ça que j'en parlais avec un ami qui est recruteur. Il faut qu'on se pose aussi les bonnes questions en France, c'est on s'endort un petit peu sur le travail qui est fait au niveau de la formation, et je trouve qu'on a beaucoup trop de lacunes chez les joueurs. Je le vois au niveau technique. Je veux pas prétendre que nous, à notre époque, mais je trouve qu'on était meilleurs techniquement. Peut-être que ça allait plus vite. Je parle pas parce qu'il y a le haut niveau qui
je ne vais pas prendre le Real de Madrid, etc. Mais ouais. le football français, on a quand même, à l'exception des grosses équipes, mais il y a des matchs, même j'aurai des matchs de national, je trouve qu'il y a une déchet, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc je pense qu'il faut aussi se pencher sur la remise en question du travail que l'on effectue à la base. Je pense aussi qu'il faut laisser beaucoup la créativité aux joueurs de talent. On a tendance un petit peu à leur formater, de faire, voilà, ils sont trop formatés. Je pense qu'il faut aussi réfléchir. Il faut réfléchir. Travailler et reprendre les bases, parce que je trouve qu'on veut aller trop vite sur l'aspect tactique, mais si on fait un schéma tactique avec des joueurs qui ont les pieds carrés, c'est emmerdant pour développer vraiment le schéma de jeu, quoi. Donc voilà, il faut. Moi, c'est la question que je me pose et je m'interroge beaucoup là-dessus. Parce qu'il faut être entraîneur, c'est une chose, mais il faut aussi se remettre en question très souvent et pas penser que tout est acquis à n'importe quel moment. Voilà. Absolument. Comme dit mon héros contemporain, Boris Cyril Nuc, moins on a de connaissances, plus on a de convictions. Donc, alors, moi je dis souvent que j'ai des convictions, mais c'est des convictions de base. Mais c'est vrai que il faut toujours être très humble et on apprend tout le temps et savoir se remettre en question est une qualité primordiale, surtout en foot, quand on sait on sait qu'il y a quelques petites bases à respecter, mais sinon, globalement, il n'y a pas vraiment de vérité dans le foot. Donc, une fois qu'on a compris ça, rien n'est acquis. Je veux dire, c'est comme un musicien qui joue sa partition. À un moment donné, s'il est trop facile, une note va glisser. Donc, à un moment donné, tout se répète, quoi. Il ne faut pas avoir peur de répéter, quoi. C'est les gammes, il faut les faire. C'est ça. Absolument. Un petit détail, vous me parliez, je lis beaucoup, de l'approche de Boudjedal. Oui, on l'a pas évoqué. On n'a pas encore évoqué, Oui, d'accord. Tu voulais dire quelque chose par rapport à ça, Alain ? Non, mais bon, parce que tu nous disais suivre le RCT, il en était le président jusqu'à peu avec le palmarès qu'on lui connaît. Bien sûr. Toi, tu vois ça comment de l'extérieur en ayant quand même de l'affection pour le club ? Moi, je le vis pas bien parce que je trouve que ce club s'est battu depuis quelques années pour essayer d'arriver là où il est actuellement, mais je trouve qu'il gâche trop par de savoir d'aller trop vite et de faire des mauvais choix. Voilà. Et c'est ce qui me dérange un peu. Il y a de quoi faire dans ce club, il faut rester plus serein, bien structuré, mais s'appuyer sur les bonnes personnes. Voilà. Et c'est ce que je souhaite que le club fasse, et je suis ça de très près. Voilà. Connaissant Boudjedal dans ses déclarations, et c'est marrant parce qu'il a fait un article autrefois où il disait je venais au stade, je voyais les Pagas, les Bénédé, tout ça, ça me fait rire parce que bon, c'est quelqu'un qui était très fasciné par le football aussi. Quand je vois ce qu'il a fait au rugby à Toulon, il a fait quand même gravir un club là où il voulait vraiment le faire arriver. Ça, il faut avoir de la personnalité pour faire. Après, je pense que c'est quelqu'un qui pèse énormément sur la ville. C'est quelqu'un qui est très proche aussi du maire. Donc, ça joue beaucoup dans une ville, quelque part. Après, il y a quelque chose qui me dérange dans ses déclarations, c'est quand il dit dans 5 ans, ce sera la Ligue 1 pour que le maire, quand il sera dans son dernier mandat, peut-être ce sera son cadeau. Mais le football, ça se claque pas des doigts comme le rugby. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire dans 5 ans, il peut avoir la meilleure équipe possible, il peut mettre l'argent qu'il veut. C'est pas ça qui va vraiment être la réussite pour monter en Ligue 1. Il faut d'abord créer un groupe, créer une osmose, créer un état d'esprit. Ça, c'est déjà primordial. Après, les choses, elles se feront d'elles-mêmes, mais les matchs ne se gagnent pas comme on veut. Voilà. Et ça peut être un apport important pour la ville et pour le club, et pour restructurer le club du mieux possible. Voilà, ça, c'est mon avis personnel. Ouais, très bien. Mais nous, il nous intéresse, on aime bien avoir l'avis d'anciens acteurs du Sporting, c'est important. D'autant plus quand quelqu'un comme toi nous dit suivre aussi le RCT. Donc bon, voilà, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas ce qui a aussi été fait par ailleurs par Mourad Boudjelal. Non, puis il faut savoir que nous, quand on était à Toulon, on était très très proches des joueurs de rugby. Moi, j'allais me faire soigner chez Jérôme Gallion, on parlait beaucoup de football, de rugby. Donc voilà, après Bertrand était celui qui m'a fait passer la physio quand je passais mes diplômes d'entraîneur à Dumont-Durville. Ensuite, on se côtoyait. Puis le maire aussi, à l'époque à Rex, faisait pas de fin d'année avec tous les sportifs de la ville. Ça, c'était vachement important. Voilà, ça c'est quelque chose qui était beau et qui était le rassemblement des sportifs. C'était
très agréable. Voilà. Ouais. Juste avant de saluer les supporters, je veux juste rappeler qu'on a lancé le challenge confinement de Rascasse TV, où on invite chaque supporter qui le souhaite à se filmer en train de chanter Un jour à l'improviste, qui est un chant qu'on adore au stade. Voilà, donc on a déjà pas mal de personnes qui l'ont fait. C'est vraiment quelque chose de sympa à voir. On en fera un clip après. Donc, encore une semaine pour nous envoyer les vidéos. Donc, voilà, vous êtes invités tous à pouvoir le faire. Bon, en attendant, je vous remercie merci Alain. Cette émission. Je vous souhaite surtout bon vent à vous, et puis que le club retrouve ses vraies valeurs et ses belles couleurs. Voilà. Alain, encore merci pour ta disponibilité, c'est super. Et puis, écoutez, à tous les supporters, portez-vous bien, prenez soin de vous.